Bordel de merde, mais qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement Lecornu ? Il s'est même pas passé 24 heures et le gouvernement est déjà dead. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment en est-on arrivé là ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette revue d'actualité politique. Aujourd'hui, une revue entièrement dédiée à la situation du gouvernement Lecornu, petit ange parti trop tôt ou pas selon les points de vue. Nous allons revivre ensemble tout ce qui s'est passé pour aboutir à ces 14 heures de gouvernement, de ce gouvernement le plus éphémère de la Ve République. De cette situation où, avec l'ironie du sort, la Ve République côtoie la 4e République. Nous allons voir ça ensemble, YouTube, et j'espère que cette revue d'actu politique te plaira. Et si c'est le cas, n'hésite pas, je le dis d'entrée de jeu, à liker, à commenter et à t'abonner pour ne surtout pas rater les prochaines revues d'actu politique. Bordel gouvernemental chapitre 1, c'est parti. On va revenir dans le temps et on va se faire cette rétrospective. On va revenir dans le temps et plusieurs semaines, notamment 2 semaines en arrière, au moment où Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre de la Ve République en remplacement de François Bayrou, qui a été censuré par l'Assemblée nationale au moment du vote sur la question de confiance du gouvernement. Sébastien Lecornu a donc été nommé. Pour autant, il n'a pas nommé son gouvernement tout de suite, il aura mis 1 mois entier à nommer son gouvernement. Pareil, encore une fois, c'est le délai le plus long de la Ve République qu'on ait jamais vu. Pourquoi ce délai ? Eh bien, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et vous allez vite comprendre pourquoi tout cela était lié. Et pour cela, j'ai un petit article de Politico qui date de, je ne sais plus quel jour, mais qui date d'il y a 2 semaines, qui parlait un petit peu des tractations qui se passaient pour renouveler le bureau de l'Assemblée nationale. Si vous voulez voir tout ce qui s'est passé, je vous renvoie vers les vidéos qu'on a faites la semaine dernière sur le bureau de l'Assemblée nationale, tant le café normand pour comprendre ce qu'est le bureau, ainsi que les replays politiques pour suivre les élections au bureau de l'Assemblée nationale. Nous, on va surtout voir un petit peu ce qui s'est passé en soum-soum entre les différents groupes politiques. Les tractations s'étaient accélérées à l'Assemblée nationale en ce qui concernait la grande affaire du moment en coulisses, la répartition des postes clés de l'institution qui a eu lieu la semaine dernière. L'objectif de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, partagé par les macronistes, la droite, les ciotistes et le RN, était de redistribuer les places du bureau de l'institution, la plus haute autorité du Palais Bourbon, en tenant compte du poids respectif des forces politiques. Concrètement, donner des postes au RN qui n'en a aucun, ce qu'il dénonce comme un scandale démocratique. Ainsi, la présidente de l'Assemblée nationale avait proposé ces jours-ci à ses interlocuteurs d'accorder 2 vice-présidences à chacun des 3 blocs, 2 au RN, 2 au socle commun et 2 à la gauche. Selon plusieurs sources parlementaires, cette répartition conviendrait aux lepénistes, avait convenu aux lepénistes, aux macronistes et à la droite, mais pas au groupe du NFP, qui l'ont donc refusé lors de la réunion formelle qui était prévue autour de Yaël Braun-Pivet lundi. Un consensus s'était dessiné pour ne pas modifier la composition de la questure qui fonctionnait correctement. Et tout ceci pour dire que si le plan de Yaël Braun-Pivet aboutissait, la gauche devrait perdre plusieurs postes au bureau où elle est aujourd'hui majoritaire. Mais aussi au niveau des commissions, en particulier celle des affaires économiques, qui était présidée par l'insoumise Aurélie Trouvé et qu'elle a perdue. Attention, nouvelle règle, et c'est ça qui est très intéressant, et pour cela que je déterre un petit peu cet article qui date de plusieurs semaines, le renouvellement des postes clés a une incidence sur la nomination du gouvernement. Lors de la rentrée d'Ensemble pour la République, il y a plusieurs semaines à Arras, le président du groupe Gabriel Attal et Yaël Braun-Pivet ont fait passer un message aux députés, a appris votre infolettre cette semaine. Celles et ceux qui seront élus les 1er et 2 octobre au bureau du Palais Bourbon ne pourront en aucun cas passer dans l'exécutif formé par Sébastien Lecornu. La disposition a même été validée par Sébastien Lecornu himself, selon 2 sources parlementaires. Dans le viseur, et c'est effectivement ce qui s'est confirmé, Roland Lescure, actuel vice-président de l'Assemblée, et dont le nom est revenu aux oreilles de votre infolettre par 2 canaux différents ces jours-ci, comme le potentiel ministre nommé à Bercy. Questionné avant-hier, son entourage se bornait à nous pianoter que l'identité des candidats d'EPR au poste du bureau n'était pas remise en jeu en interne. Il y avait aussi
finalement Naïma Mouchou. Et donc ces deux figures ne se sont pas portés candidats à leur réélection à leur poste de vice-président du bureau pour cause. Il devait entrer au gouvernement de Sébastien Lecornu. Et donc pourquoi avoir nommé son gouvernement après le renouvellement du bureau? Eh bien tout simplement parce que si vous piochez dans les députés de l'Assemblée nationale vos ministres, eh bien, il y a un délai pendant lequel le remplaçant, puisqu'il y a toujours un remplaçant qui est prévu pour un député, il y a un délai d'1 mois avant qu'il ne puisse effectivement siéger en tant que nouveau député. Or, s'il avait nommé son gouvernement juste avant l'élection du bureau, eh bien, le bloc central aurait pu perdre jusqu'à une 20aine de voix dans ce renouvellement du bureau, et donc se retrouver en situation de minorité face à la gauche ou même face au RN qui aurait pu briguer certains postes comme ça avait été fait justement l'année dernière au bureau. C'est donc pour ça que Sébastien Lecornu aura mis 1 mois à nommer son gouvernement puisqu'il attendait le renouvellement du bureau, le fait que tout le monde soit en place et donc qu'il puisse piocher en tant que ministre des gens qui n'étaient plus au bureau pour ne pas avoir à réorganiser des élections sur des postes qui seraient perdus. Voilà un petit peu sur le temps long ce qui s'est passé. Et puis, tout d'un coup, hier, tout s'est accéléré. Et je vous propose pour cela de revenir un petit peu avec les grands moments qui ont suivi. Alors hier, je dis ça hier, dimanche, le 5 octobre 2024, puisqu'on attendait la formation du gouvernement, puisque Sébastien Lecornu avait annoncé qu'il allait faire le mardi 7 octobre 2025 un discours de politique générale à l'Assemblée. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, je préfère définir avant de passer à la suite, c'est concrètement le Premier ministre qui se présente à la tribune de l'Assemblée nationale et aussi du Sénat le lendemain, avec son équipe gouvernementale pour dire voilà mon gouvernement, je suis Premier ministre, je vais faire telle politique, telle réforme, telle proposition. Et ensuite, le Premier ministre a le choix de demander ou non la confiance à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire est-ce que l'Assemblée nationale veut bien que le Premier ministre mette en place sa politique, ou bien est-ce qu'il dégage ? Concrètement, pour pouvoir faire un discours de politique générale, il faut un gouvernement. Le Premier ministre ne peut pas se présenter tout seul au pupitre de l'Assemblée nationale et dire « Eh ben moi tout seul, je vais faire ma politique tout seul ». Non, ce n'est pas possible, il fallait un gouvernement. Donc voilà pourquoi tout s'est précipité hier et dès le début de la journée. Hier, quand Retailleau a annoncé convoquer les LR, je lui ai dit « Si LR se retire, censure mardi ». À une connaissance. Ah oui, d'accord. Ouais. Eh bien effectivement, tout a commencé quand Bruno Retailleau a demandé des comptes, à Sébastien Lecornu pour lui dire « Nous, on veut 1/3 des ministres, sinon on ne rejoint pas le gouvernement. » Juridiquement, c'est tout à fait possible. Ah, intéressant. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs tractations, notamment le samedi, jusqu'à ce qu'on annonce, à 11h, une réunion du bureau politique des Républicains, voilà, qui a finalement été décalée même à 14h30, dans l'après-midi des dimanches. Ah oui, c'est ça, c'est surtout qu'il y avait la deadline de Macron, puisque c'est techniquement le président de la République qui nomme son gouvernement. L'article 49, c'est le Premier ministre qui l'engage, pas un ministre. Ok. Mais du coup, voilà, il y avait la deadline du fait que Manu allait repartir. Donc voilà. Donc, les Républicains ont annoncé se réunir pour savoir s'ils allaient entrer au gouvernement Lecornu ou pas. Vous voyez, même la question des Républicains, qui faisaient partie du bloc central, était mise sur la table. Et comme un jeu de quilles, une série de dominos qui tombent, un effet papillon précipité, tout d'un coup, le MoDem se met à demander, lui aussi, une clarification à Sébastien Lecornu. Le MoDem, donc le groupe de François Bayrou, ancien Premier ministre, qui a toujours fait partie de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron depuis 2017, tout à coup, Marc Fesneau demande des comptes à Sébastien Lecornu, alors qu'ils sont dans le même temps. Ça s'est accéléré petit à petit.
Et on n'a pas eu tant que ça d'explications supplémentaires, sinon que Sébastien Lecornu a commencé à recevoir des ministres démissionnaires en rendez-vous, notamment Bruno Retailleau plus tard dans la soirée. Et ça a un petit peu précipité les choses. Oui, c'est le but des ministres, effectivement. Ouais. Ah oui, à moi on me dresse pas. Hein. Pour ceux qui n'ont pas saisi la référence, je vous invite à aller regarder un reportage qui a été fait par LCP sur, et pas que d'ailleurs, il est coproduit par LCP sur le 49.3. Vous verrez la miniature, vous pouvez pas vous tromper, c'est Elisabeth Borne, hein, Madame 49.3, Mamie Vapote, qui est très intéressant et confondant de bêtises, surtout sur les propos tenus par Christophe Barbier. Vous arracherez les cheveux. J'ai perdu quelques centimètres de cheveux à écouter Christophe Barbier. Mais je vous jure que c'est intéressant. Donc pendant que Sébastien Lecornu commençait à recevoir quelques responsables à Matignon, il y a aussi Horizon qui a mis sa petite étincelle. Édouard Philippe qui a réuni son parti Horizon. Parce que lui aussi demandait des comptes, lui aussi n'était pas sûr de s'engager dans le gouvernement. Bref, une situation absolument ubuesque, j'aime bien ce mot, où on était en train de se dire que finalement, toutes celles et ceux qui étaient dans le gouvernement précédemment allaient se retrouver en dehors du gouvernement, à ne pas vouloir retourner au gouvernement. Une situation absolument lunaire. Le gouvernement Lecornu aura utilisé aucun 49.3, et ça c'est bon. Et est-ce que le gouvernement Bayrou l'a fait ? Je crois pas non plus. Mais n'empêche que oui. Sébastien Lecornu s'était engagé à ne pas utiliser le 49.3. D'ailleurs, il en avait fait dans une tentative d'apaisement vis-à-vis des autres groupes d'opposition. Il avait proposé de ne pas utiliser le 49.3 sur les discussions budgétaires. Et donc... mais il n'est pas passé le budget 2025 puisque c'est la loi spéciale qui a permis la reconduction du budget 2024. Barnier l'a utilisé. Bayrou, de mémoire, je ne l'ai pas entendu utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour engager la responsabilité de son gouvernement. Ah, il a été censuré. Si. Ah ouais, on a eu un budget après ? Merde. Mais alors j'ai... Ah, ça y est, Alzheimer. Mais vous fumez, monsieur. Non, mais c'est Alzheimer qui me ravage de plus en plus. Bayrou a utilisé le 49.3. Ah ouais. Je m'en souviens pas du tout. La vache. Mais vous fumez, monsieur. Ah non, mais comme quoi... Mais vous savez, il se passe tellement de choses que je crois que mon cerveau atteint ses limites en termes de capacité de mémorisation. Je crois réellement que tout ça est en train de tuer mes cellules grises. Hein. Vraiment, hein, je crois que en fait, cette crise, elle n'est pas institutionnelle. Explosion ! Elle n'est pas politique. Elle n'est pas de régime. Non. Elle est surtout mémorielle pour moi. J'ai une vraie crise mémorielle. Ça a continué. Donc après la réunion d'Horizon pour savoir est-ce qu'on va au gouvernement ou pas, l'UDI, ces fervents UDI qui sont garants de la majorité sénatoriale au Sénat, et vous comprendrez pourquoi j'en parlerai après, l'UDI a réuni ses instances avant d'acter sa participation au gouvernement. Bref, toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, étaient en lien avec le gouvernement, se sont tous mis à se dire, le dimanche, matin, après-midi, soir, mais au fond, est-ce qu'on veut réellement retourner au gouvernement ? Hein ? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Bref, ça a été ça pendant tout l'après-midi, jusqu'à ce qu'on ait appris que on aurait une première salve de nomination de ministres dans la soirée. Ça a été acté au même moment où les LR annonçaient leur participation au gouvernement, sauf une frange autour de Laurent Wauquiez qui disait que les conditions n'étaient pas réunies et que eux ne voulaient pas entrer au gouvernement. On apprenait donc que si les LR voulaient participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, eh bien, on aurait une première salve de nomination de ministères. Voilà, histoire de pouvoir assurer le service après-vente du discours de politique générale. Donc, suite à l'acceptation de
de la participation au gouvernement de LR, eh bien Bruno Retailleau, il a pris ses petites jambes, il s'est déplacé jusqu'à Matignon pour informer le Premier ministre de cette situation et donc décider des noms qui allaient entrer à Matignon. Et notamment, Bruno Retailleau, il est arrivé avec 2 noms dans sa sacoche, notamment François-Xavier Bellamy et Othman Nasrou au gouvernement, qu'il avait placé en condition de participation au gouvernement. Pendant ce temps, forcément, toute la sphère médiatique s'est mise à se dire alors qui va être à tel poste, etc. Donc, on commençait à voir les vrais noms apparaître. Hein. Bruno Le Maire pressenti aux armées, Roland Lescure à Bercy, et il s'était pas trompé. On a appris la reconduction de plusieurs ministres démissionnaires à leur poste, donc Bruno Retailleau à l'intérieur, Gérald Darmanin à la justice, Catherine Vautrin à la santé, au travail, à l'égalité d'accès aux soins, au handicap, à l'autonomie, etc. Bref, ce super ministère qui en regroupe 3 normalement. On avait aussi parlé d'Éric Woerth qui était pressenti pour remplacer... comment il s'appelait l'ancien ministre des Territoires? J'ai oublié son nom. Vous voyez la mémoire, ce fléau. Rebsamen, François Rebsamen. Je l'ai dit avant que vous le mettiez. C'est écrit? Ah ouais? Oh putain, oui. Alors, avoir des problèmes de mémoire, c'est une chose. Arriver à lire, c'en est une autre. Hein. Vous savez, la lecture, c'est un combat de tous les jours. On a aussi appris, et là, alors pour moi, ça a commencé à être la descente aux enfers. Hein. J'étais déjà pas bien, mais alors là j'étais en mode SOS détresse mentale. Là, ça a été le premier clou dans mon cercueil. Aurore Berger, porte-parole du gouvernement. Là, je commençais à être pas bien. Oui, 19h25. Ouais, là, j'étais en train de finir de manger. Je voyais Discord, tous les messages qui s'enchaînaient. Et là, je vois d'un coup Aurore Berger, porte-parole du gouvernement. Et là, non, je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que ça va pas bien se passer. Donc, on s'est fait, avec ce cher gouvernateur que je remercie, on s'est fait un petit live open front pendant qu'on suivait les nominations, histoire de s'occuper un peu pour pas doomer de manière générale. Et puis, on a appris la nomination, la première salve des ministres nommés. Nous avions donc dans l'ordre protocolaire, et finalement qui était à peu près celui de François Bayrou, Elisabeth Borne reconduite ministre de l'Éducation nationale, Manuel Valls reconduit ministre des Outre-mer, Gérald Darmanin reconduit ministre de la Justice, Bruno Retailleau reconduit ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le grand retour de Bruno Le Maire, ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin reconduite ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, comme quoi j'ai même oublié une partie du portefeuille tout à l'heure, la reconduction de Rachida Dati, ministre de la Culture, l'arrivée, ou finalement le grand retour, comme le maire, de Roland Lescure, ministre... Ah, c'était de l'économie aussi, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique. Moi, j'avais juste lu finance pour Lescure. Ah ouais. La reconduction de Jean-Noël Barrot aux Europes et aux Affaires étrangères, l'arrivée d'Éric Woerth, ministre de l'aménagement du territoire... Le retour, la reconduction d'Agnès Pannier-Runacher de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. La reconduction d'Annie Genevard à l'agriculture. Oh putain, ça je l'avais raté. Parce que pour moi, elle était out, Montchalin. La reconduction de Montchalin au compte public. Ah, celle-là, je l'ai ratée. L'arrivée de Naïma Mouchou à la transformation de la fonction publique, de l'intelligence artificielle et du numérique. Je crois que c'est une reconduction, ça, Tabarot au transport. J'ai quand même un doute. Vous savez, il y a tellement de Pokémon ministres que mon Pokédex, là, il y a trop d'entrées. L'arrivée de Marina Ferrari au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, c'est bien elle aura été ministre 12 heures. Aurore Berger, arrivée, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations et porte-parole du gouvernement. Ah ouais, ils ont fusionné le porte-parole là avec un autre ministère. Oh là 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 là.
Et enfin, l'arrivée de Mathieu Lefebvre, ministre chargé des relations avec le Parlement, en remplacement de Patrick Mignola. Voilà, donc il y avait des sortants, des entrants, mais surtout pas mal de reconduits. On sentait bien la continuité avec François Bayrou, et donc forcément, dans la foulée, on apprenait qu'un premier Conseil des ministres était attendu lundi, autour d'Emmanuel Macron, mais surtout autour de 16h. Voilà. Et finalement, nous, on se sera fait notre propre Conseil des ministres en pré-live, puisqu'il n'y en aura pas aujourd'hui. Quand tout d'un coup, les réactions se mettent à pleuvoir de tous les côtés. Jordan Bardella a menacé de censure, Sophie Primas qui a disparu, effectivement, faut le signaler, adieu Sophie, voilà. Jean-Luc Mélenchon a estimé, et je crois que là clairement c'est le meilleur guess qu'il ait jamais fait, que le gouvernement ne tiendra pas, c'est-à-dire qu'il aura tenu 14 heures, voilà, effectivement, bravo Jean-Luc, on peut applaudir Jean-Luc, parce que, ouais, effectivement, il ne tiendra pas. Ensuite, on apprenait que le gouvernement aurait dû être complété par des ministres délégués après les discours de politique générale du Premier ministre. Oh putain, on a... Le gouvernateur nous a fait le décompte. 836 ministres, n'importe quoi. Minutes. Non, jamais de la vie 836 ministres. Voilà, donc toutes les réactions, voilà, tous ceux qui sont contents ou pas contents. Voilà, Marine Le Pen dénonce un choix de gouvernement, bref, ça vient pleurer. On a battu le record de durée du gouvernement. Oui, on a eu le gouvernement le plus court de l'histoire de la 5ème République. La question, c'est, par rapport à l'histoire de la 4ème République, on se situe où ? Est-ce qu'on est dans les gouvernements les plus longs de la 4ème ou au contraire dans les gouvernements les plus courts ? Je vous laisse checker ça et on se redit ça dans quelques instants. Tiens, Gabriel Attal a refusé de rentrer au gouvernement Lecornu. Ah ça, Intéressant. J'avais pas vu ça. On a aussi appris pourquoi c'était Bruno Le Maire qui devenait ministre des Armées. Eh bien tout simplement parce que c'est Doudou, Édouard Philippe, le maire du Havre, patron du parti Horizon, qui a refusé le poste de ministre des Armées. On lui avait proposé à lui, et puis finalement il a dit non. Voilà, donc finalement c'est tombé sur Bruno Le Maire qui nous revient de Suisse, mais qui va vite y retourner. Donc forcément, ça se met à pleurer dans les chaumières parce qu'on annonce l'arrivée de Bruno Le Maire. Ça commence à... De rien, hein, double pub. Ah bah moi j'ai 1 minute de pub, donc voilà, hein, vous faites ce que vous pouvez. Hein, Donc ça commence à pleurer du côté des Républicains parce que s'il y a bien une personne qui est détestée comme jamais aux Républicains, c'est bien Bruno Le Maire, qu'on appelle là-bas l'homme qui valait 1000 milliards. Entre parenthèses de dette. Donc la gauche, ça vient pleurer et menacer de censure aussi. Voilà, ça s'organise et tout. Sauf que, tout à coup, Bruno Retailleau annonce, il est 21h30, un gouvernement qui ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain le comité stratégique des Républicains. Et là, patatras, le gouvernement en sursis. Et on se dit, mais quel avenir pour le gouvernement ? Ah, ça je l'avais raté, la réponse de Jean-Luc qui dénonce le cirque. À peine nommé, Bruno Retailleau menace de quitter le gouvernement. Les voilà les donneurs de leçons de stabilité et de responsabilité. Bon, pour le coup, je peux pas lui donner tort parce que Bruno Retailleau disait nous on veut participer au gouvernement parce qu'on veut pas orchestrer le chaos. La République, c'est moi. Donc la nuit c'est gentiment tassé. Ah, je l'ai raté celle-là. David Linard, ah oui j'étais couché à cette heure-là. David Linard menace de claquer la porte des Républicains si la participation au gouvernement est confirmée. Mais la vache, mais tout fout le camp, hein. Rachida Dati veut rester ministre. Un cadre LR met un ultimatum, soit Bruno Le Maire renonce, soit on quitte le gouvernement. Et puis on va passer à la journée d'aujourd'hui où effectivement il s'est passé beaucoup de choses. Et on va profiter du point du Monde pour voir un petit peu le point. Qu'est-ce qui s'est passé à 14h, l'essentiel. Ah moi j'ai toujours dit David Linard. Bah
Je continuerai à dire David Linard parce que ça me fait rire. On va se concentrer sur l'essentiel du monde, comme ça voilà, vous aurez les grandes informations pour retenir la situation. Ce qu'il faut noter à partir du lundi 6 octobre 14h, ce qui est pile le moment où j'ai lancé le stream, voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que quelques heures à peine après avoir formé son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, sous le feu des critiques et fragilisé de l'intérieur par la fronde des Républicains de Bruno Retailleau. Les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer les fonctions de Premier ministre, a-t-il justifié depuis Matignon. Selon lui, le renoncement à l'article 49.3 de la Constitution n'a pas permis ce choc de se dire qu'on peut faire différemment, et la composition du gouvernement a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans non sans lien avec la future présidentielle. Ou ça tire à boulet rouge. En même temps, à sa place, je serais très salé aussi. Ah mais clairement, hein, c'est le mec qui se fait bolos dans la cour d'école. Hein. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, a déploré un problème de confiance avec Sébastien Lecornu et affirmé que ce dernier lui avait caché la nomination de Bruno Le Maire au gouvernement. Il a toutefois assuré sur TF1 qu'il n'est pas du tout responsable de la démission du gouvernement. Oh, c'est tellement facile de dire ça. Oh, Bruno Retailleau qui fait du en même temps macroniste. C'est beau ça. Allez, dans un mois, soit LR absorbe Ensemble pour la République, soit c'est l'inverse. Mais clairement, la mue du bloc de droite est actée. Le en même temps macroniste, c'est bien mué à droite. Je rappelle toujours, au demeurant, cette citation très éclairante de François Mitterrand par rapport à toutes les idéologies de centre, qui méritent toujours de s'en rappeler. Le centre n'est ni de gauche, ni de gauche. Voilà, c'était mon imitation de François Mitterrand. Béchil. Attal qui va s'exprimer à 20h. Ah oui, parce qu'attention, là on passe dans la partie directe. On va analyser tout ce qui se passe dans l'actualité. Donc voilà, on est dans la partie directe. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à les faire péter dans le chat. Voilà, on prend toutes les informations. Par contre, c'est marrant parce que on pourrait dire cacher la nomination de Bruno Le Maire. Après, de ce qu'on a lu, concrètement, Bruno Le Maire, c'est un petit peu, il est arrivé au dernier moment. En mode, Édouard Philippe a posé un lapin en mode non. Et puis du coup, Lecornu il était en mode merde, il me faut un ministre des Armées et puis je vais pas y retourner. Y a quelqu'un là? Bruno Le Maire? Bah allez, voilà. Et puis Manuel Valls s'était déjà casé à son poste des Outre-mer, donc voilà. Renaissance quitte le socle commun? Non. Bah après, Renaissance n'existe plus. Comment ça s'appelle leur nouveau parti à la con là? J'ai encore oublié. La France Insoumise, et là ça commence à devenir intéressant parce qu'on sent l'avenir qui se dessine, a proposé aux autres partis de gauche une rencontre cet après-midi. Mais la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, a estimé que celle-ci n'aurait pas lieu, assurant que la gauche n'est pas en mesure d'être à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, ensemble dans une même pièce, comme si rien ne s'était passé. Et oui, parce que de l'autre côté, Marine Le Pen a de nouveau appelé Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale, une décision absolument nécessaire selon elle. Marion Maréchal, présidente du mouvement Identité Liberté, a également appelé à un retour aux urnes ainsi qu'à une coalition des droites la plus large possible. Bref, voyez un petit peu tout ce qui se passe, on a un gouvernement qui n'est plus en capacité de se former, une Assemblée nationale plus divisée que jamais, comprenez que il va se passer quelque chose. You are fake news. Mais oui, depuis le congrès d'Arras, Renaissance a changé de nom. C'est quoi? Être pour la République ou être pour une nouvelle République? Il y a un truc comme ça. Il y a un truc sur la nouvelle République, il y a un truc comme ça. Mais ça a changé de nom. Renaissance, finito. Donc voilà un petit peu le point de tout ce qui s'est passé ce matin. Sachant qu'il s'est passé des choses encore. Bon, Marc Fesneau est salé, mais en même temps, hein, c'est lui qui a participé au jeu de domino à dire le modem, on n'est pas sûr, le gouvernement. Voilà, donc... Jordan Bardella étrille les Républicains qui hantent... Quoi? Qui hantent? Je connais pas ce mot.
de se grimer en opposant. Pas compris. Gabriel Attal et Olivier Faure invités aux 20h de TF1. C'est effectivement ce qu'on va voir ce soir. On me disait une nouvelle publication, elle est où ? On ne sait pas. Voilà. Si, j'ai lu un message aussi intéressant suite à la proposition de Jean-Luc Mélenchon qui a un petit peu bidé. Nous ne basculons pas dans l'opposition, assure Bruno Retailleau. Il était où ? Alors ça devait être sur le direct de 20 minutes. On va regarder ça, tac. Ah oui, voilà. Je vous laisse profiter de cette petite information. Mais vous fumez, monsieur. Voilà. Je vous laisse profiter de cette petite information. Je vous laisse exploser, je vous laisse 10 secondes pour exploser. Et quand vous êtes remis, on peut continuer. Je parle pour YouTube, pour la VOD de YouTube, parce que Twitch l'a déjà eu lieu. Alors, c'était pas là. Moi, j'avais lu qu'il y avait Lucie Castet qui était montée au créneau pour dire si, il faut qu'on se réunisse. Évidemment, ça va être autour d'elle elle va vouloir réunir, mais n'empêche que voilà, ça commence à se réunir. Tout simplement pourquoi ? Puisque là maintenant on va parler un petit peu de la stratégie d'avenir de notre classe politique, de notre Assemblée nationale, de notre République. On va se poser ensemble les questions, et là c'est des questions ouvertes. Le débat est ouvert, Twitch va pouvoir répondre, et YouTube bien sûr. Je serai très heureux aussi d'avoir votre point de vue sur la question. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochains mois, en termes de vie politique ? Voilà ce que je mets sur la table. Nous avons un gouvernement démissionnaire, le plus court de la Ve République, et potentiellement un gouvernement qui n'est plus en mesure d'être nommé. Nous sommes au mois d'octobre. Un potentiel gouvernement a jusqu'à demain pour déposer un projet de budget sur le bureau de l'Assemblée nationale pour qu'il soit étudié selon le chrono qui est prévu, selon je ne sais plus quel article de la Constitution. Je crois que c'est l'article 44 ou 47, je ne sais plus. J'ai toujours un doute avec tout ce qui tourne autour des articles 40, j'ai un peu du mal. Je ne sais pas pourquoi. 47, merci King Loris. Voilà. Sinon, on risque de se mettre en retard et donc de ne pas avoir... C'est de la LOLF. Ah ouais, c'est la LOLF qui dit ça. Ah, il me semblait que c'était la Constitution. Ok, très bien. Donc, nous sommes ric-rac sur le délai du budget. Nous avons une assemblée tripartite divisée comme jamais pour lequel il n'y a plus aucune majorité. Quelles sont les solutions qui nous restent ? La LOLF qui est elle-même prévue par l'article 47, ceci dit. Ah oui, normal, puisque elle est censée être constitutionnelle, respecter la Constitution, tant qu'à faire. Je ne vois que deux issues possibles. Je ne vais pas parler de solutions, puisque là, c'est propre à chacun d'estimer ce que ça va apporter en termes de solutions ou non. Premièrement, il y a... J'en ai marre là des pubs. Ah, attendez, publication... Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale, le retour aux élections pour espérer voir une nouvelle majorité capable de former un gouvernement, de proposer un budget, de proposer un projet pour la nation. Cependant, je suis pas sûr, moi personnellement, je suis pas sûr que ça va clarifier les choses. Ou au contraire, ça va donner le pouvoir à l'extrême droite. On va avoir une coalition des droites et de l'extrême droite qui va effectivement aboutir en une majorité, mais ce sera la majorité pour le pire de la France. N'empêche que c'est quand même techniquement, constitutionnellement possible, une solution sur la table. Une deuxième proposition qui serait sur la table serait notamment de s'en prendre au cœur du problème, de ce problème qui a causé cette crise politique dans laquelle nous sommes, qui est la présidence de la République. Je fais partie de ceux qui considèrent que, au vu de la situation dans laquelle nous sommes, la destitution du président de la République doit être mise sur la table en même temps qu'une dissolution. Pour moi, il faut recréer un cycle électoral pour apporter de la clarté au pays. En tout cas, s'il y a dissolution, ça ne peut pas aller sans la démission ou destitution d'ailleurs du président de la République.
Il y a certainement d'autres solutions. J'aimerais bien vous entendre là-dessus sur les solutions que vous voyez à cette situation. Il y a aussi une solution, et d'ailleurs je crois que la gauche s'organise là-dessus, qui serait aussi de nommer un Premier ministre de gauche, un gouvernement qui inclurait l'ensemble du bloc de gauche élu sous l'étiquette du NFP en 2024 et qui négocierait un accord de non-censure avec soit l'entièreté du bloc central, soit à défaut Ensemble pour la République et le MoDem, ce qui permettrait de ne pas être censuré et de malgré tout proposer des orientations budgétaires. Mais quand on voit la persistance d'Emmanuel Macron de tout faire pour ne pas nommer un Premier ministre de gauche, je crois que cette situation ne verra pas le jour. Les sociodémocrates s'organisent car les écolos et le PCF vont aller à la réunion où LFI n'est pas invité. Il y a une réunion où LFI n'est pas invité. Intéressant. Eh ben ça se précise. Sinon, nous venons d'apprendre que la grande manifestation des patrons, attention, hein, voilà, les patrons voulaient défiler dans la rue pour mettre la pression sur le gouvernement pour peser sur les choix budgétaires, est finalement reportée. Ah, et Glucksmann non plus. Mais c'est... Ils vont faire une réunion à 4 Clampin en fait. Ah, organisée par le PS. J'avais pas vu, organisée par le PS. Oui, j'avoue que... ouais, c'est... Et ils comptent gagner juste avec ça. Ça va être compliqué. Hein. Là, va falloir brasser plus large. Hein, parce qu'avec 14... C'est pas avec 14% d'intention de vote qu'on gouverne un pays. Hein. À bon entendeur. Voilà. Mais n'empêche que voilà, les patrons qui voulaient défiler dans la rue pour montrer que quand eux descendent dans la rue, le pays est absolument bloqué, que la production s'arrête, que le pays est paralysé, qu'il n'y a plus aucun échange commercial, plus aucun échange bancaire, non, ça ne changerait absolument rien. Voilà, finalement, ils ont reporté leur meeting. Très intéressant, voilà, on est très heureux de l'apprendre. Et donc du coup, ce qui est sûr, c'est que par contre, en termes de décision présidentielle, ça ne va pas arriver aujourd'hui, puisque Manu, il me semble qu'il est parti, il a quitté le territoire, puisque ça fait partie de ses missions, il représente la France à l'étranger, surtout quand on n'a pas de ministre des Affaires étrangères. Et donc du coup, il ne peut pas prendre de décision nationale tant qu'il n'est pas en France. Bah en tout cas, il était à Paris hier. Ah oui, par contre, il était à Paris ce matin, oui, pour la démission. Mais je crois qu'il s'est carapaté. Ouais, je crois que... Oui, forcément, il était là. Et puis, il l'a accepté à 10h45. Donc, effectivement, il était là. Par contre, je crois qu'il a plié les Gaules. Donc, je crois que niveau décision présidentielle, ça va attendre quelques jours. Le problème, c'est que l'agenda présidentiel, on n'y a pas tous accès. On le voit faire une longue marche au téléphone. Bon, il sait faire que ça, marcher. Marcher et démarcher. Voilà un petit peu la situation sur le présent et un petit peu sur l'avenir. Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour l'avenir de la France ? Je parle dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Concrètement, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de la France ? Parce que là, je me prends tellement de news dans la tronche que j'arrive plus à réfléchir. Moi, personnellement, je suis complètement dépassé par tout ce qui se passe. En Californie, si je ne confonds pas, quand le gouverneur est en dehors de l'État, le vice-gouverneur a tous les pouvoirs du gouverneur. Ça donne des situations assez chaotiques. Est-ce qu'il est du même bord politique que le gouverneur, le vice-gouverneur ? Parce que si ça ne l'est pas, effectivement, ça peut être marrant. Enfin, marrant. Ah, pas forcément. Ah, ça fait un petit peu à la Lawgivers, où le président de l'Assemblée nationale, par exemple, est d'une couleur politique et le vice-président est d'une autre couleur. Intéressant. Mais du coup, ouais, je suis curieux d'avoir vos avis là-dessus. Qu'est-ce qui nous attend en tant que France dans les prochaines semaines, selon vous ? Parce que là, moi, je n'arrive plus à voir ce qui nous attend.
Oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le message de Lucie Casté qui appelle toutes les forces de gauche à dialoguer et à se tenir prêts. Celle qui avait été présentée par le Nouveau Front. La Nouveau Front Populaire ? Ah, elle a changé de genre. Et ben voilà, nous avons une coalition électorale transgenre. Très bien, on peut l'applaudir, voilà. C'est courageux de faire son coming out trans devant tout le monde, voilà. Donc on peut applaudir la Nouveau Front Populaire, voilà. Bravo à elle en tout cas. Donc celle qui avait été présentée par la Nouveau Front Populaire comme candidate à Matignon appelle aujourd'hui à une union des gauches. Toutes les forces de gauche qui avaient permis de tenir l'extrême droite en échec doivent dialoguer et se tenir prêtes, a-t-elle écrit sur X. Bref, on sent vraiment que de tous les côtés, tout le monde se tient prêt à une dissolution, mais genre pas dans 6 mois, pas dans 3 mois, pas dans 15 jours, mais genre dans demain ou après-demain, quoi. À voir ce que ça va donner, à voir quand le président de la République prendra la parole. Vu cette situation qui est quelque chose d'absolument inédit sous la Ve République, il y aura une parole présidentielle. Le président de la République ne peut pas rester sourd et surtout muet face à cet échec politique de son entêtement à ne pas reconnaître les résultats des législatives de 2024. Donc pour moi, il y aura une parole présidentielle. Là, je vous reprends YouTube parce qu'on est en train de réfléchir à une solution qui a été abordée, notamment l'utilisation de l'article 16 de la Constitution qui précise qui donne des pouvoirs exceptionnels au président de la République. Et donc, il y a à chaque fois beaucoup de fantasmes qui sont sortis sur l'article 16 qui pourrait être utilisé par le président de la République. Et il y a une petite note, une note du Conseil constitutionnel qui explique un petit peu comment est-ce qu'on recourt aux pouvoirs exceptionnels de la Constitution. Le recours à l'article 16 est la compétence exclusive du chef de l'État puisqu'il exerce sans contre-seing, c'est-à-dire sans la signature du Premier ministre et des ministres. Il reste qu'un tel recours est exceptionnel en raison des conditions de fond et de forme prévues par cet article 16. Les conditions de fond posées par l'article 16 de la Constitution sont d'une part une menace grave et immédiate des institutions de la République, de l'indépendance de la nation, de l'intégrité de son territoire ou de l'exécution de ses engagements internationaux. Concrètement, on est en guerre et le pouvoir politique est perturbé. Ah bah c'est l'autre condition justement. Et d'autre part, l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Ce sont des conditions cumulatives, ça veut dire qu'il faut les deux en même temps pour pouvoir employer l'article 16 de la Constitution. Menace grave et immédiate des institutions de la République, de l'indépendance de la nation, de l'intégrité de son territoire, etc. Ainsi que l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, c'est-à-dire si les députés et sénateurs ne sont plus en mesure de pouvoir se rendre dans leurs chambres respectives, à l'Assemblée nationale, au Sénat ou bien au Congrès. Tant qu'ils arrivent encore à se rendre sur leur lieu de travail, on ne peut pas employer l'article 16. Ça, c'est pour les conditions de fond. Il y a aussi d'autres conditions de forme, qui sont comment est-ce qu'on y arrive. Des obligations de consultation. Le président de la République doit consulter officiellement le Premier ministre, les présidents des assemblées, soit le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, ainsi que le Conseil constitutionnel. Ensuite, il doit informer la nation. Le président de la République doit informer la nation par un message de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels. Et voyez, rien qu'en faisant la lecture de cette première partie de cette note du Conseil constitutionnel, on se rend compte que déjà les conditions sont pas réunies. Il n'y a pas de menaces graves et immédiates des institutions de la République, de l'indépendance de la nation, de l'intégrité de son territoire ou de l'exécution des engagements internationaux, et il n'y a pas l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Justement, l'Assemblée nationale vient de réélire son bureau. Donc là-dessus, nous ne sommes pas concernés par l'activation de l'article 16. Ce ne sera pas, du moins ça ne fait pas partie du jeu de cartes à disposition des pouvoirs publics pour résoudre la crise actuelle, sachant que, si vous me permettez un petit commentaire très personnel, l'article 16 ne résoudra absolument rien. Voilà. Si jamais il y a un putsch militaire, le président peut mettre l'article 16
effectivement, là, ça commence à se préciser. Un putsch militaire qui menacerait l'Assemblée nationale et le Sénat, là, effectivement, on peut passer en mode article 16. Mais comme pour l'instant, les menaces de putsch en France, bon bah voilà quoi, on est encore loin du putsch des généraux de la guerre d'Algérie. Eh bien voilà, pour l'instant, c'est une situation qui ne risque pas d'avoir lieu. Donc l'article 16, on écarte. YouTube, je vous reprends parce que là, c'est vraiment très intéressant. Hein. Voilà, il y a les gens qui commencent un petit peu... je vous avais souligné ça tout à l'heure, mais là, c'est très intéressant parce qu'on a le fond sur les avantages accordés aux éphémères ministres du gouvernement Lecornu. Il y a des gens qui s'interrogent. Rassurez-moi s'il vous plaît, les ministres ayant été en fonction pendant moins de 24 heures bénéficieront-ils des avantages accordés aux anciens ministres ? Accrochez-vous. Selon la réglementation en vigueur, tout ministre dont la nomination a été publiée au journal officiel a droit, à la fin de ses fonctions, à une indemnité transitoire équivalente à 3 mois de traitement brut, soit environ 28 000 €. Cette mesure vise à assurer une période de transition après la cessation de fonction. Elle s'applique de manière automatique sans condition de durée de présence au gouvernement. Ainsi, même restés en poste moins d'une journée, les ministres du gouvernement Lecornu pourraient légalement en bénéficier. Voilà. Alors ça, je le voyais pas venir. Franchement, parce que jusqu'aux dernières nouvelles, mais comme quoi on voit que l'extrême droite, hein, il change d'avis toutes les semaines. Le RN appelle Macron à choisir entre dissolution et démission. C'est marrant, eux qui disaient qu'ils ils ne voulaient pas de la démission du président, parce qu'en plus d'ailleurs leur narratif était assez bien élaboré pour deux choses. La première partie de l'argument considérait qu'ils se considèrent gaullistes, républicains, croient aux institutions de la Ve République et que donc on ne fait pas démissionner, on ne destitue pas le président de la République et on le laisse aller jusqu'au bout de son mandat. Et le deuxième argument, qui était de dire que la candidate, normalement pour 2027, c'est Marine Le Pen, et qu'à l'heure actuelle, elle est toujours inéligible. Et que donc, si le président démissionnait, il y aurait de nouvelles élections auxquelles elle ne pourrait pas se présenter. Donc voilà un petit peu les éléments de langage qui étaient assez ficelés de la part du RN pour dire non, nous on veut que Manu il reste à l'Élysée. Et pourquoi leur donner tort ? Je veux dire, littéralement, Emmanuel Macron fait monter l'extrême droite. C'est littéralement, plus Emmanuel Macron reste à l'Élysée et détruit nos institutions, plus l'extrême droite monte et est en mesure d'obtenir le pouvoir. Donc évidemment aussi que le RN voulait que Macron reste à l'Élysée. Mais là, oui, c'est un sacré revirement que je voyais absolument pas venir. Donc de choisir entre dissolution et démission. Après, moi... Encore une fois, puisque vous me demandez mon avis, hein, c'est très gentil de me le demander d'ailleurs, pour moi, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux d'ailleurs. Voilà. Pour moi, s'il y a dissolution, il y a aussi... Alors, soit destitution, soit démission. Hein. Je fais pas de sectarisme, je suis pour les deux. À partir du moment où on dissout la fonction présidentielle. Voilà. À partir du moment où notre bon Manu international quitte définitivement l'Élysée, voilà, je fais pas dans la dentelle, je suis pour la dissolution présidentielle. Tu peux refaire un point pour la motion de destitution. Ah oui, qu'est-ce qu'il en est de la motion de destitution ? Motion de destitution... Parce que ça, oui, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé... Bah surtout que oui, justement, en plus, on a appris, justement, avec tout ça, avec... lui expliquer comment ça fonctionne. Une motion de destitution. Les parlementaires, que ce soit Assemblée nationale ou Sénat, d'ailleurs c'est plus et le Sénat, ont le droit de demander la destitution du président. Pour cela, ils peuvent déposer ce qu'on appelle une motion de destitution dans leurs assemblées respectives, qui part soit du Sénat, soit de l'Assemblée nationale, et qui suit le processus de la navette parlementaire qu'on connaît bien. Seulement les conditions de
de vote de la destitution sont un petit peu plus techniques, puisque à chaque étape, et je vais vous lister ensemble, vous lister toutes les étapes qu'il y a, il faudra réunir 2/3 des voix à chaque fois pour que ce soit voté. 66% des votants, sinon ce n'est pas considéré comme accepté. On va prendre la situation qu'on a vécue l'année dernière avec la France Insoumise, qui avait déjà déposé une première motion de destitution. Allez, je vous mets la photo, parce que voilà, c'est Max la demande. Une situation qu'on a vécue l'année dernière, la France Insoumise dépose une motion de destitution à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit étudiée, donc pour destituer le président de la République. Pour qu'elle soit étudiée, elle va d'abord passer par la case bureau de l'Assemblée nationale, dont on a pu suivre justement la semaine dernière les élections. Pour qu'elle soit acceptée et inscrite à l'ordre du jour, déjà, il y a un vote. Il faut 2/3 des voix, 2/3 du bureau qui soit favorable à la destitution du président de la République, bureau de l'Assemblée nationale. Si c'est le cas, c'était le cas l'année dernière puisque la gauche était en majorité absolue, c'est envoyé à la commission des lois qui va se réunir, étudier la proposition, passer au vote. Donc je compte les étapes avec vous. Vote, 2/3 des voix. Si jamais la commission des lois émet un avis favorable, 2/3 des voix ou plus, ça passe en séance publique de l'Assemblée nationale, qui va discuter, qui va exposer ses positions, ses points de vue, passer au vote. Une nouvelle fois, il faut les 2/3 des votants. Si jamais l'Assemblée nationale émettait un avis favorable aux 2/3 de la représentation nationale, la navette parlementaire l'inscrirait au bureau du Sénat, qui se réunirait, qui exprimerait les points de vue pour savoir s'il faut l'inscrire à l'ordre du jour. Aux 2/3. Ensuite, si jamais c'est accepté, ça irait en commission des lois du Sénat. 5e étape. Pareil qu'à l'Assemblée nationale, discuter, voter aux 2/3. Si jamais c'est accepté, on passe en séance publique du Sénat, 6e étape, discuter, point de vue, etc., aux 2/3. Si jamais le Sénat émet un avis favorable aux 2/3 de la représentation nationale du Sénat, la proposition est considérée comme acceptée. Le Parlement va être réuni en congrès et le congrès sera transformé en une chambre de justice, en haute cour de justice qui va juger de la destitution du président de la République, qui sera jugé aux 2/3 des voix. 7 étapes. C'est-à-dire qu'à 7 étapes, 7, pas CET, CE de TE, mais à 7 le chiffre, il faut les 2/3 des voix. Eh bien, c'est la Constitution qui dispose des règles de destitution du président de la République et qui inscrit donc qu'il faut à 7 étapes 2/3 des voix pour pouvoir destituer le président de la République lorsqu'il commet une faute grave. Et donc, la France Insoumise, c'est justement en fait, c'est des sécurités qui avaient été mises en place pour que ce soit plus un artifice qu'autre chose, pour qu'en fait ce soit une disposition prévue en cas de secours absolu dans la Constitution, mais qui dans les faits ne soit jamais utilisée. Voilà, De Gaulle et Debré ne voulaient pas que ce soit facile. Merci à Fra de bien résumer un petit peu le point de vue de Gaulle et Debré. Donc la France Insoumise avait fait tout seul leur proposition de destitution l'année dernière, qui n'était pas passée dès la commission des lois, donc ça avait quand même passé l'étape 1, le bureau de l'Assemblée nationale, mais avait échoué à la commission des lois, puisque ils étaient les seuls à la voter. Là, ils en ont déposé une nouvelle, qui va donc être réexaminée par le bureau de l'Assemblée nationale, la commission des lois et la séance publique. Mais là, le parcours s'annonce un peu plus compliqué, parce que la gauche se retrouve déjà en minorité au bureau de l'Assemblée nationale, donc déjà ça part pas très bien pour avoir les 2/3, pour envoyer ça en commission. Malgré cela, elle est quand même signée par plus de groupes, puisque là où avant, seul LFI avait déposé la première motion, là on est dans une situation où les communistes et les écologistes ont ratifié la motion de destitution. Je crois qu'on est aux alentours de 110 signataires de l'Assemblée nationale pour une motion de destitution, là où avant il n'était que 70 à tout casser. Donc il y a une progression de l'idée de destitution. Les insoumis savent très bien que cette
cette destitution ne verra jamais le jour. Elle sera retoquée dès le bureau grâce, les macronistes vont pouvoir compter sur leurs alliés du RN maintenant au bureau pour pouvoir barrer la route à cette tentative de destitution. Mais néanmoins, ça permet en fait de mettre le sujet sur la table. Parce que maintenant qu'on met le sujet sur la table, regardez, on en parle dans les médias. On met de plus en plus la question de la destitution du président de la République sur la table. L'idée, c'est moins d'arriver à leur but que de se créer une majorité populaire en faveur de la destitution du président de la République. Créer une véritable pression populaire pour ensuite mettre la pression sur les élus et donc faire petit à petit grimper le compteur. Arrivera-t-on aux 2/3 avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron ? J'ai envie de dire, vu les décisions désastreuses que notre président de la République est capable de prendre, on peut y arriver, voilà. Rien n'est impossible, hein. Sky is the limit, comme on dit outre-Manche. Voilà. Mais n'empêche que c'est un petit peu l'idée des Insoumis. Et justement, maintenant que nous n'avons plus de gouvernement, eh bien, la France Insoumise demande l'examen immédiat de la motion de destitution du président. Là, ils l'ont demandé ce midi, hein. C'est tout chaud, ça vient de sortir, puisque voilà, le fait de se retrouver dans cette situation est selon la France Insoumise une conséquence directe des décisions du président de la République d'avoir dissous l'Assemblée nationale et d'avoir refusé de nommer des premiers ministres de gauche pour prendre en compte les résultats de ces élections législatives anticipées, et que donc le seul moyen de résoudre cette crise politique, c'est de virer le cœur du problème, le président de la République. Voilà un petit peu la ligne de la France Insoumise. Voilà, et écoutez, en plus on arrive sur une heure de VOD, c'est pas mal. Je trouve qu'on est bien pour cette revue d'actu politique spéciale Grive. Crise de gouvernement, vous saurez que la grive, c'est la crise de gouvernement, en langage saslien. J'espère qu'elle vous aura plu, YouTube. Moi, on va encore continuer un petit peu à discuter, nous, avec Twitch, mais voilà, on va pas tarder à s'arrêter, nous aussi, de notre côté. Mais YouTube, si ça t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à soutenir ce travail de vulgarisation politique en lui donnant du courage, de l'importance, des pouces en l'air, des commentaires, des abonnements, d'en parler autour de toi. Abonne-toi, voilà, merci de le dire, Hydraulique. Surtout, voilà, si tu ne peux pas me soutenir autrement, abonne-toi. Moi, je prends les abonnements. C'est ce qui me permet de faire grandir l'aventure Twitch et YouTube que je crée en ce moment. Tout dépend de vous et donc je compte sur vous. Et puis bien sûr, si tu as la possibilité, n'hésite pas à venir nous voir en stream. On est tous les après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h30 à peu près en stream sur la chaîne à faire de la politique, de la pédagogie et du gaming. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à passer faire un petit coucou. Voilà. Allez, je compte sur toi YouTube. Portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.